Comme nous aimerions, mesdames et messieurs, vous donner parfois des nouvelles uniformément heureuses. Il y en a eu fort heureusement quelques-unes ces jours-ci, et comme un certain nombre d'entre vous, nombreux sans doute, ont eu autre chose à faire pendant les fêtes que de suivre l'actualité, eh bien je crois qu'il faut leur rappeler d'abord une de ces nouvelles heureuses qui a été la libération, qui a été le geste des nationalistes basques, la libération du consul d'Allemagne, M. Eugène Bey, le consul d'Allemagne de Saint-Sébastien, libération qui est intervenue hier. Et vous savez que M. Bey était l'otage et le prisonnier de l'ETA depuis 25 jours. Libération aussi mystérieuse que sa détention. 4 envoyés spéciaux de la télévision allemande avaient joué plus ou moins un rôle d'intermédiaire dans cette affaire. 2 d'entre eux avaient été gardés comme otages pendant que M. Bey était acheminé vers l'Allemagne. Cela à la suite de va-et-vient extrêmement compliqués entre Saint-Jean-de-Luz et l'Espagne, mais quelle partie de l'Espagne, on n'en sait rien. M. Bey, d'ailleurs, a-t-il été incarcéré en Espagne ou en France? On ne le sait pas davantage. Toujours est-il que c'est à la télévision de Wiesbaden qu'après un certain nombre de bruits, M. Bey faisait son apparition hier vers 18h15 et qu'il racontait une partie de sa vie de prisonnier dans un récit entrecoupé de sanglots, d'émotions par moments, qu'il disait son désespoir en voyant approcher Noël et son espoir au moment où des hommes qu'il n'avait encore jamais vus sont venus, l'ont emmené, et cela s'est donc terminé devant la télévision. La télévision a d'ailleurs joué un grand rôle sentimental dans toute cette affaire, puisque la femme et la fille de M. Bey le regardaient parler à la télévision de Wiesbaden, et que, vous les voyez ici toutes les deux, et que lui-même, M. Bey, regardait depuis l'Allemagne à la télévision sa femme et sa fille apprendre la nouvelle de sa libération. Alors, la question importante maintenant, c'est évidemment pourquoi les nationalistes basques ont-ils libéré le consul, alors qu'après l'enlèvement, ils étaient formels, c'était l'avis du consul contre l'avis des détenus de Burgos. Réponse de la plupart des observateurs, libérer leur otage sans condition et par simple humanité était le geste le plus spectaculaire et peut-être politiquement le plus efficace que pouvaient faire les Basques, le plus embarrassant aussi peut-être pour le gouvernement du général Franco, puisque ce n'est pas là un geste de terroriste. Reste l'hypothèse d'assurance qui aurait été donnée secrètement aux Basques par l'intermédiaire d'ecclésiastiques de haut rang proches du gouvernement Franco, des assurances sur un verdict relativement modéré. Mais cela, je le souligne encore une fois, c'est une hypothèse et nous n'en savons pas davantage. Maintenant, le verdict de Burgos, on attendait ce matin à 11 heures les avocats qui avaient été convoqués pour signer le procès-verbal d'audience. En fait, ce qu'on attendait, c'était la communication du verdict. 3 possibilités, ou une condamnation pure, une condamnation avec peine de mort, une condamnation dure, ou un verdict plus indulgent. 3e hypothèse encore, le commandant de la région militaire de Burgos, le capitaine général Garcia Reboul, refuse d'entériner ce verdict. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée devant le Conseil supérieur de la justice militaire, et là, il faudra l'attendre encore pendant plusieurs mois avant de connaître la décision définitive. En attendant le verdict de Burgos, c'est celui de Leningrad qui continue à faire grand bruit dans le monde. Il s'agit, vous le savez, notamment de la condamnation à mort de 2 juifs soviétiques qui avaient tenté de s'enfuir à bord d'un avion détourné, mais qui n'ont pas mis leur projet à exécution. D'après une information de Tel Aviv, les 2 condamnés auraient interjeté appel. Cette information n'est pas confirmée par Moscou. En attendant, les manifestations de colère continuent un peu partout dans le monde. Le verdict rendu le soir de Noël par les jurés de Leningrad continue de provoquer de par le monde de nombreuses manifestations. Ainsi, à New York, où la colonie juive représente plus du double de la population de l'État d'Israël, plusieurs milliers de personnes ont défilé devant l'immeuble de la délégation soviétique aux Nations Unies. Une semblable manifestation a rassemblé plus de 200 personnes à Washington. Au Vatican, c'est sur la place Saint-Pierre qu'un petit groupe de juifs italiens a manifesté hier matin alors que le pape Paul VI prononçait son message de Noël. Les manifestants se sont simplement contentés de distribuer de tracts et des pancartes sur lesquelles on peut lire « Liberté pour les juifs du non soviétique ». À Londres, c'est devant l'immeuble du RSS que les manifestants se sont rassemblés en scandant des slogans hostiles au régime de Moscou. Ces mêmes scènes se sont déroulées hier, jour de Noël, à Stockholm, à Copenhague, à Montréal et à Ottawa. À Paris,
Un pavé a été lancé hier soir dans les vitrines d'Inturis, le bureau de voyage soviétique. Aucune autre manifestation n'a encore été organisée. Signalons encore, c'est une dépêche que nous avons reçue ce matin, qu'un médecin de l'hôpital Beilson, qui se trouve près de Tel Aviv, aurait reçu une lettre de Leningrad, et dans cette lettre, on lui aurait dit, et la radio israélienne l'a répété, qu'un autre procès se préparait, un autre procès d'inculpés juifs à Leningrad pour la semaine prochaine. D'autres nouvelles de l'étranger. Le chef de la diplomatie israélienne, M. Abba Eban, a annoncé hier soir comme imminente la décision du gouvernement israélien à propos de la reprise des négociations Yaring, c'est-à-dire de cette fameuse tentative de paix qui se dessine toujours un peu en pointillé au Proche-Orient. Mao Tse-tung a aujourd'hui 77 ans. De Pékin, aucune célébration particulière de cet anniversaire. Voici une photo récente du président Mao Tse-tung. Nous allons vous en montrer maintenant une autre, sur laquelle le personnage de gauche, celui du centre n'est pas identifié, le personnage de gauche, c'est le journaliste américain Edgar Snow, auteur d'un important ouvrage sur la Chine, et qui est peut-être le seul Américain dont on dise du bien en Chine. Voici maintenant l'image d'un animal doué de raison que vous avez reconnu. Ce dauphin fait partie d'une équipe qui n'est pas entraînée à sauter à travers les cerceaux pour amuser les enfants, mais pour la détection sous-marine en compagnie d'hommes grenouilles. À San Diego, en Californie, on a demandé au porte-parole de la marine américaine s'il est vrai que 3 dauphins soient utilisés au Vietnam pour des opérations militaires secrètes. Il n'a pas répondu. Eh bien, maintenant, pour vous faire quitter un peu les tumultes de l'actualité, nous allons feuilleter avec vous un bel album d'images, mais avant d'ouvrir cet album d'images, nous allons consacrer quelques instants au sport, et d'abord au rugby en jeu à 13. C'était hier les 16e de finale de la Coupe de France, à noter particulièrement la victoire de Carcassonne sur Avignon, 18-2. Le match avait lieu à Montpellier, et en voici quelques images. C'est par un froid sec et vif que dès la 3e minute, sur ce drop de leur ouvreur Eric, les Avignonnais allaient ouvrir les comptes sportifs dans ce match de Coupe de France de jeu à 13 qui les opposait aux Carcassonnais à gauche et en culotte noire. Des Carcassonnais qui vont brillamment réagir en basant leur action sur un rugby beaucoup plus ample et très varié, et qui vont égaliser à la marque et facilement, vous allez le voir, déborder les Avignonnais. Voilà ce premier essai. Alézina vient de lancer Jean-Marie Bonal. On revient à l'intérieur. C'est un remarquable essai de futur international. Il transformera lui-même cet essai. D'ailleurs, il marquera 16 des 18 points de son équipe. À la 31e minute, toujours appuyant leur action sur un rugby de mouvement, les Carcassonnais occupent le territoire et hop, c'est parti, un drop de Cavaillès qui arrondit et l'actif à 7-2, ça sera d'ailleurs le score à la mi-temps. En deuxième mi-temps, il n'y aura plus qu'une équipe, celle de Carcassonne. Les Avignonnais, bien sûr, sont volontaires, mais ils manquent de profondeur de vue. Ils sont relativement maladroits, un contre. Regardez Jean-Marie Bonal, comme un footballeur, il fait 80 mètres, il conduit son ballon en dribbling et hop, il aplatit. C'est le deuxième essai de la série. Cet essai sera encore transformé par Jean-Marie Bonal et la marque sera de 12-2 en faveur de Carcassonne. C'en est terminé, le reste ne sera plus que remplissage, mais ça sera un bien bon rugby. Jean-Marie Bonal va en marquer encore 2 essais qui en valent la peine. Voilà, on prend le couloir, on évite la charge de la défense et on s'en va presque au milieu des poteaux. Pourtant, cet essai ne sera pas transformé. Carcassonne va mener par 15-2. Et puis nous aurons un peu plus que le coup du chapeau. Voilà, Cavaillès se décroche, donne à Toujas. Regardez si c'est bien joué. Toujas voit à côté de lui Jean-Marie Bonal, qui tout tranquillement va pointer le 4e essai de l'après-midi. Un essai qui donne une nette victoire aux Carcassonnais. Et puis, comme il se passe bien des choses en ce monde, eh bien, depuis hier, un homme tourne sur un vélo autour des murailles de Carcassonne. Ce n'est pas pour les faire tomber, non, comme à Jéricho, c'est pour établir un record. Chacun connaît Boniface Estrada, brave homme dans sa vie de passion, les fleurs, car il est jardinier municipal, et le vélo, à qui il doit d'être redevenu un homme normal après un grave accident qu'il avait laissé paralysé. Depuis ce miracle, tous ses loisirs, ses vacances, il les a passés sur sa bicyclette. Bilan, des milliers de kilomètres parcourus. Ce n'était pas suffisant pour notre Boniface. Il veut maintenant prouver qu'un quinquagénaire quelque peu entraîné peut réussir à rouler 100 heures sans repos.
Pour le faire, il a donc enfourché jeudi soir à 18 h sa bicyclette et sur un circuit d'environ 10 km à travers la ville de Carcassonne, qu'il va parcourir une centaine de fois, il ne compte remettre pied à terre que dimanche à 22 h. Il affirme d'autre part que s'il réussit, il battra le record du monde d'endurance que détient un Indien d'Amérique du Sud avec 87 heures passées sur un vélo. Au moment où nous vous parlons, Estrada, que vous voyez ici partir pour sa tentative, roule déjà depuis 43 heures. Il a toujours un bon coup de pédale et l'œil très frais. Oui, à la dernière minute, hélas, nous avons appris que, vaincu par le froid et la fatigue, il a dû renoncer, mais vous savez qu'il n'est pas nécessaire de triompher pour entreprendre. Bon. Eh bien, voici maintenant cet album d'images dont je vous parlais, la première page. Elle est consacrée aux Johnnies. Qui sont les Johnnies? Je vous répondrai par une énigme. Leurs oignons ne vous feront pas pleurer. Dans les rues de Londres, voici comme chaque hiver, lourds, chargés et ventrus, les marchands d'oignons. Pour les Londoniens, ce sont les Johnnies. Personne ne connaît leur nom. Johnny, c'est plus commode et c'est tellement gentil. On sait seulement qu'ils sont bretons. Oui, depuis des siècles, la vente des oignons ici, c'est l'affaire des Bretons. Colporteurs, rémouleurs, empailleurs ont disparu. Les Bretons, eux, sont restés rieurs, têtus et obstinés. Rien ne les arrête, pas même les enceintes les plus sacrées comme celle de Westminster. Ça, c'est fait spécialement pour Christmas. Oui, pour le Noël. Pour le Noël, oui. C'est ça, oui. On ne fait pas toujours des comme ça, vous savez. Je n'aime pas. Regardez, Non, mais c'est beau. Regarde, oui. C'est comme des fleurs. Oh, vous êtes contente. Très beau, regardez, oui, très lourd. Oui, que vous êtes mon très bon ami, n'est-ce Oui, pas? oh. Oui, pour longtemps. Oui. Ils vivent ici 9 mois de l'année, fabriquant eux-mêmes leurs chapelets. C'est leur affaire et même leur privilège, car ils ne payent aucune taxe, pas plus que leur père ou leur grand-père n'en ont payé. Oui, c'est une charte royale. Et ça a été donné par un roi qui s'est trouvé en difficulté sur les côtes de Bretagne, et avec tout son équipage, et il a été sauvé par les Bretons. Alors en récompense, il nous a permis de venir en Angleterre vendre les oignons, et ça date depuis ce temps-là. Vous connaissez le nom de ce roi généreux? Je crois que c'est le roi Jean. Tous les gens sont généreux en général. Il paraît qu'autrefois on vendait les oignons en les portant sur le dos. Oui, oui, sur les épaules, oui. Ouais. Oui, avec comment, un bâton, là. Oui, il y a à peu près de ça 43 ans. Ça devait être dur, hein? Ah oui. C'était avant la guerre ici, non? Oui, 7 ans avant la guerre. Pendant la guerre, on l'a pas vu venir. Pendant la guerre. C'était pas la guerre. À la déclaration de guerre, on était ici aussi. Ah oui. Le 2 septembre 39, on était ici. Ouais. Et après, on a remis ça, quoi. Et Paris, ça vous a pas plu? Vous avez préféré? Ben non, la vie renfermée de Paris, vous savez, ça me dit rien. Je préfère travailler en liberté, quoi. Parce qu'ici, on est libre malgré tout. On peut commencer, on peut finir quand on veut. C'est surtout ça qui vous plaît? Ben c'est ça. Ça, c'est la liberté. Comme on dit. Ça nous intéresse beaucoup aussi. Hein. Ça nous aide pas de parler l'anglais, vous savez. Je crois qu'il y a un peu de sympathie chez les Anglais pour les Bretons. Question, oui. Ah oui? Il y en a beaucoup, oui. Hein? Je crois que, je ne sais pas, mais à mon idée, oui. Je vous appelle les Johnnies. Oui, ils nous appellent les Johnny, ils nous aiment bien. Johnny Onions. Ils nous aiment bien. Ça, on ne peut pas dire le contraire. On est heureux comme des rois. Die hebben garantie op lopen. Die bezat die bij is dronken. Hier maar even. Hier aan doen. Au pub, on parle toutes les langues, même le breton. Ça réchauffe le cœur. No, he's speaking English, so what to do then?
Un souvenir à présent. Au mois de mars dernier, notre camarade Raymond Meyer, que vous voyez à votre gauche sur la photo qui se trouve derrière moi, avait emporté sa caméra à Conflans-Sainte-Honorine pour raconter l'histoire d'une famille qui vivait dans un autobus, la famille Sturm. Depuis, la famille Sturm a été relogée. Notre camarade Raymond Meyer, lui, est mort au Cambodge, et c'est aussi en souvenir de lui qu'un autre caméraman d'information première, Pierre Moscovitch, est allé rendre visite pour Noël à la famille Sturm qui a été relogée. Conflans-Sainte-Honorine, mars 1970, la Seine est en crue. Au bord de l'eau, dans cet autocar, vit une famille de 9 personnes. Les Sturm, l'une des 10 familles françaises du bidonville. Marie-Ange, 13 ans. Valérie, 15 mois. Pascal, 19 ans. Monsieur Sturm, égoutier à la ville de Paris. Frédéric, 21 ans. Thierry, 6 ans, inadapté. Madame Sturm, la mère. On est mieux que dans l'autobus quand même, hein. C'est la première année qu'on est ici, nous. Les Sturm n'ont pas oublié Raymond Meyer, car c'est un peu grâce à lui si aujourd'hui ils ont été relogés, et si cette année ils ont pu fêter Noël dans une vraie maison où il ne fait pas froid. Bon, c'est du fromage, hein. Je crois que je peux t'en donner. Ah ben oui, ça les aura tous goûtés. Il va les avoir tous goûtés, les fromages, il n'y a que qu'on mange. Bon, ben j'ai pas de soucoupe pour tout le monde, hein. Alors il y en a qui mangeront dans l'épaule. Hein? Parce qu'il y en a cassé une. Ben oui, à chaque cuisson casse, alors il n'y en a jamais assez pour tout le monde. Ah non, il ne faut pas les... Bien sûr, on a caché deux. Ben, à la petite, j'ai acheté une petite voiture, et puis un baigneur, puis à Thierry, un petit tracteur. Tu coupes tous les dents en même temps. T'as dit que tu voulais. Oh, Valérie, il y en aura trop. On me vit embêtant, mais tu vas coucher. Tu coupes tous les dents en même temps. Moi, je reste avec qui sur toi, hein. Sois tranquille. Allez, on va massage que tu me fais faire. Attends, tu vas voir. C'est dur. Mais c'est bon. C'est fameux. Ouais, pour le jour de Noël, on peut priver un peu quand même pour faire Noël, hein. Alors, c'est comme Le Papa Noël, hein, Thierry. Il vient qu'une fois dans l'année, hein, il ne vient pas deux fois. Moi, d'un gamin, j'ai... Votre mari est fatigué? Oh oui, mais il est levé de bonne heure et puis faire tous les kilomètres à pied. Hein. J'ai manqué d'en gagner. Il sait bien quand même, il travaillait là. Ouais. Puis, au froid comme il fait là, mais il était gelé comme il est rentré, hein. Il se faisait un viandox, il sait bien, ils ont arrivé juste. Là, tu l'appelleras pour boire du café. Il va en boire du café avec nous. Mais t'en retard ou pas, t'as Hein? T'es en retard, Ben, il a couru jusqu'à la gare, mais il dit c'est pas tout près la gare de Conflans. Hein. Il prendrait bien au point Eiffel, mais il y a moins de trains. Il faut que je tombe juste sur le train qui s'en va sur Paris. Et pour finir, l'histoire d'un berger qui est aussi un sage.
viens là, allez. Yoki ici. Yoki ici. Viens là. Viens là, viens ici. Yoki. Yoki ici. Lolo. Lolo ici. Monsieur Saint-Domingue, depuis 12 ans, jour et nuit, surtout l'été, vous veillez sur des centaines de moutons. Oui. C'est un métier harassant. Oui. C'est une vocation pour vous? Dans le fond, oui, personnellement, oui. Et même pour ceux qui le font. Parce que sans vocation, sans avoir des mœurs, à aimer les bêtes, c'est impossible de pouvoir le faire, ce métier-là. C'est un métier qui est dur et à tous les temps. Vous l'avez appris, ce métier? Je ne l'ai pas appris, je l'ai fait par mon esprit lui-même, de par moi-même. Vous êtes originaire de cette région de Nébouzard? De Clermont-Ferrand, oui. Clermont-Ferrand? Oui. Comment êtes-vous devenu berger? Bizarrement, comme ça. C'est, comme on dit, la vie qui parfois réclame. Voulez-vous de faire un métier ou un autre? Depuis votre tendre jeunesse, on vous a appris ce métier-là? Non, 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 non. Expliquez-moi. J'étais déjà très vieux. Je ne me souviens pas exactement, mais j'avais au moins pas loin de 35 ans quand j'ai entrepris ce métier. À peu près. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Avant, j'étais cultivateur. Je m'occupais de l'aviculture, des abeilles. Vous avez toujours aimé les bêtes? Oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai été élevé par une tante, alors j'ai resté pas mal de temps. Jusqu'à l'âge de 14 ans avec elle. Et puis je suis parti dans un séminaire du côté de Saint-Étienne. Vous aviez l'intention d'être prêtre? Oui. Dans un fond personnel, oui. J'ai porté l'habit de tertiaire, d'ailleurs, en attendant de devenir religieux un jour. Mais j'avais encore quelques années à faire pour pouvoir y parvenir. Et vous n'avez pas pu y parvenir. Pour quelle raison? J'y serais peut-être parvenu à la longue, mais j'en suis sorti pour une raison. Vu ma tante, qui pour moi était une mère, je suis venu quand elle est devenue aveugle. Vous connaissez vos bêtes, vous les aimez, mais est-ce suffisant pour vous? Oui, si l'on veut, mais il y a quand même beaucoup à voir. Il faut s'apercevoir si les bêtes sont pas malades. Si elles suivent bien, des fois, il y en a quelques-unes qui traînent à l'arrière. Et parfois, elles sont malades. Alors là, à ce moment-là, il faut les soigner. Qu'est-ce que vous faites? Ben là, il faut être un petit peu vétérinaire. Il faut s'apercevoir autant que possible quelle maladie c'est. On peut se tromper. Mais à ce moment-là, je leur fais des piqûres à la pénicilline, à la streptocilline, contre toute maladie, pour enrayer la maladie, quoi qu'elle en soit. Monsieur Saint-Domingue, quel âge avez-vous? J'ai 57 ans. Et à quel âge estimez-vous qu'un berger doit s'arrêter de travailler? Ah, ça c'est très difficile à dire parce qu'il y en a qui viennent très vieux. J'en ai connu qui avaient plus de 80 ans, qui les gardaient toujours. Ça dépend de la santé. Ça dépend tout à fait bien des choses. Vous êtes un des derniers bergers de la région. Est-ce que vous êtes syndiqué, par exemple? Ah oui, oui, oui. Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé, par exemple, de faire grève? Ah non, jamais. Ça se connaît pas chez nous. Ça se connaît pas chez les bergers, ça. Combien vous donne-t-on pour garder des moutons? On me donne 250 000 par an. Est-ce que c'est suffisant pour vous? Dans un point de vue, pour moi-même, oui. Parce que je suis déjà nourri. Et j'ai pas mal, le patron me donne pas mal de choses ultérieurement. Je n'ai pas à me plaindre à ce sujet-ci. Mais tant qu'à mes collègues, parfois ils sont différemment. Ceux qui se nourrissent chez eux gagnent beaucoup d'avantages. Les prix sont plus les mêmes. Vous êtes pauvre, mais vous êtes heureux. Oui, beaucoup. Beaucoup. Pourquoi? Parce que la richesse, comme on dit, ou l'argent ne fait pas toujours le bonheur. Vous allez prendre votre retraite alors? Et je suis obligé, vu ma santé premièrement.
Des vacances? Oh, les vacances, elles m'ont jamais connu, elles ne me connaîtront pas. Mais je me reposerai tout au moins chez moi. Vous avez une maison? Oui, si c'est possible. Oui. Qu'est-ce que vous ferez pendant votre retraite? Oh, ben si je peux garder quelques moutons pour me distraire, je les garderai, personnellement à moi-même. Alors, ça me passera un peu le temps. Une nouvelle de dernière minute, le consul d'Allemagne à Saint-Sébastien, M. Eugène Beil, qui a été libéré, je vous le disais tout à l'heure, par les nationalistes basques, a quitté l'aérodrome de Francfort à 11h09 dans un avion Convair mis à sa disposition par les autorités militaires allemandes. Il est attendu à Biarritz vers 14h. 7 passagers sont à bord de l'appareil. Bien entendu, aussitôt arrivé à Biarritz, le vice-consul d'Allemagne se rendra à Saint-Sébastien où il voudra rejoindre sa femme et sa fille. Eh bien, mesdames et messieurs, sur cette bonne nouvelle, à travers les branches, car c'est toujours une bonne nouvelle que celle de la libération d'un homme, nous vous remercions d'être restés avec nous. Au revoir.